Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse sera supérieure à la somme de toutes les intelligences, de tous les individus, de toute l'histoire du monde. En fait, on parle de transhumanisme parce que nous sommes arrivés à un stade du développement technologique Olivier Rey. Où après avoir énormément transformé le monde pour le bien et aussi pour le beaucoup moins bien, arrive le moment où la puissance technologique est suffisante pour maintenant envisager de transformer l'être humain lui-même, que ce soit en agissant sur sa constitution biologique ou en l'amalgamant avec la machine. Ce qui donnerait ce qu'on appelle vulgairement des cyborgs. C'est-à-dire, en fait, le cyborg, c'est une contraction de cybernétique et organisme qui décrit justement cet amalgame entre l'organique et le... Ça nous paraissait très lointain dans les années 80, au moment où on lisait Ranxerox, par exemple, une bande dessinée célèbre à ce moment-là. Frédéric Tadei. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'air de nous dire que ça pourrait être demain. On nous dit oui, mais alors, justement, effectivement, aujourd'hui, on a certainement des moyens d'intervenir de cet ordre. Ensuite, il y a un certain nombre de promesses qui sont placées à l'horizon, qui sont l'immortalité, le transfert de son cerveau sur ordinateur ou des choses comme ça, qui, elles, sont totalement délirantes. Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience. On peut le sauver, Max. Pas comme ça. En admettant que ça marche. Si on rate quelque chose, une pensée, un souvenir d'enfance, comment savoir à qui on a affaire ? Vous voulez dire qu'on ne pourra pas augmenter notre intelligence autant qu'on nous le promet ? C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des interventions techniques sur l'être humain qui soient possibles, ça c'est à peu près certain. Que ces interventions puissent avoir les effets qui nous sont annoncés, non, ça n'est pas sérieux. Alors, l'objection qui est faite lorsqu'on met en cause cela, c'est, regardez, il y a quand même des scientifiques qui ont l'air de prendre ça au sérieux. Bon, mais en fait, vous regardez sur la Terre entière, en fait, il y a des millions et des millions de scientifiques. Donc, évidemment, parmi les millions de scientifiques, vous allez forcément pouvoir en trouver qui vont tenir des propos délirants. D'autant qu'en plus, en science, aujourd'hui, en fait, la science est éclatée en une multitude de disciplines et on peut être extrêmement compétent dans un domaine et dans le domaine d'à côté ne rien savoir. Or, le scientifique qui est extrêmement compétent dans son domaine, pour certains, ça leur monte à la tête, ils vont perdre toute humilité et penser pouvoir parler du haut de leur autorité sur des domaines qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Donc, par exemple, vous avez des informaticiens qui sont tellement éblouis par les progrès de l'informatique, ils disent le cerveau c'est comme un ordinateur et puis donc on va faire des branchements entre les deux et puis ça va être formidable. Sauf qu'ils ne connaissent pas la biologie et que en fait c'est pas comme ça que rabouter un neurone avec un ordinateur, ça se fait pas comme ça. Et le fait de l'immortalité qu'on nous promet et même ceux qui en ont peur d'ailleurs de l'immortalité ont l'air d'y croire. Vous n'y croyez pas, vous ? Non, pas du tout. Non, ça c'est vraiment un produit. On vous dit vous allez être immortel. Ah bon, alors finalement je vais accepter tous les programmes transhumanistes au nom de l'immortalité. Manque de peau, vous n'aurez pas l'immortalité, mais en même temps vous aurez quand même fourgué toutes les puces qui vous permettront d'ouvrir automatiquement les portes ou de faire des tas de choses qui vous servent à rien, mais qui sont quand même qui font marcher le commerce. Enfin aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est tout le rapport à l'ego. Guédré. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui se pensent suffisamment importants, intelligents et nécessaires pour se dire qu'il faut que je vive à tout jamais pour que vraiment l'humanité, sur l'ensemble de son temps, puisse profiter de ma présence, quoi. C'est... Waouh. J'aimerais bien rencontrer ces gens-là. Donc l'histoire de l'immortalité, c'est vraiment, je vous dis, un miroir aux alouettes, mais qui a quand même sa fonction. C'est que la promesse est tellement gigantesque. Vous savez, c'est un peu une nouvelle version du pari pascalien. Pascal, il disait, certes, si on suit les préceptes de la religion, ça fait pas mal de contraintes pendant la vie, mais d'un autre côté, si on a une éternité de paradis, ça vaut le coup. Et alors même si la probabilité qu'on aille au paradis est très faible, le gain est tellement énorme que ça vaut vraiment la peine de se donner un peu de mal en cette vie.
Là, c'est un peu pareil. Bon, vous avez la technologisation à outrance de nos existences. On dit oui, bon, quand même, est-ce que c'est vraiment bien et tout ça. Mais on se dit, ah bah oui, mais attendez, il y a peut-être des nuisances, mais d'un autre côté, vous n'allez plus mourir. Ah oui, bon, effectivement. Donc en fait, vous voyez, la promesse de l'immortalité est un très bon moyen pour faire consentir les populations à des choses dont elles n'ont pas forcément envie. Parce qu'on est dans une période un peu charnière. Vous avez vu le grand espoir moderne que grâce au développement technique, on allait avoir un monde toujours meilleur. Et je pense qu'on parle du fait qu'on n'est plus dans l'époque moderne, dans l'époque postmoderne. Et une des grandes différences entre l'époque moderne et l'époque postmoderne, c'est l'écroulement de cette croyance que automatiquement le progrès des sciences et des techniques va produire un monde meilleur. Et alors en fait, ça c'est quand même embêtant pour le commerce parce qu'il faut qu'on continue à acheter toujours les dernières nouveautés. Et donc pour essayer de relancer l'élan, enfin la croyance en l'amélioration par le développement technique, eh bien on est obligé de lancer des promesses absolument de plus en plus extraordinaires. Olivier Rey, il y a une augmentation des ressources au cours du XXe siècle qui fait qu'on se déplace plus loin et plus vite grâce au progrès technologique dans les transports, qu'on a plus de mémoire grâce à Internet, qu'on a plus le sens de l'orientation grâce au GPS. On pourrait dire comme ça que toutes sortes de choses nous ont déjà plus ou moins augmenté. Pour l'instant, ce sont des prothèses. C'est pas encore glissé sous notre peau. Néanmoins, c'est là. On en bénéficie déjà. Oui, enfin après, la question qui se pose, c'est est-ce que ça nous augmente ou est-ce que ça nous diminue ? Parce que vous dites que grâce au GPS, on peut s'orienter, sauf que si j'ai plus mon GPS, je ne sais plus m'orienter, alors qu'auparavant, j'avais développé quand même cette faculté de m'orienter sans lui. Et donc, en fait, il y a une dialectique qui est avec le développement technique, il faut faire attention, c'est-à-dire que si vous voulez, tant que tout fonctionne, effectivement, ça me donne des nouvelles possibilités. Tant qu'il y a des batteries dans ma calculette, ça va. Voilà, mais si le courant n'arrive plus à la prise, en fait, je ne sais absolument plus rien faire. Si vous voulez, la technique, elle a ceci de formidable à un certain point de vue, c'est qu'elle nous rend moins dépendants des autres, parce qu'auparavant, il y avait des tas de choses qui dépassaient mes facultés. J'étais obligé d'en passer par les autres, de m'entendre avec d'autres pour accomplir un certain nombre de tâches. En fait, grâce à la technique, je peux m'autonomiser par rapport aux autres. Mais en fait, cette autonomie, elle est largement fictive, puisque j'ai besoin d'un immense système, en fait, maintenant, aujourd'hui, planétarisé, pour que cette technique fonctionne. Et donc, en fait, en même temps que j'ai un semblant d'autonomie, mais qui se paye d'une dépendance absolument gigantesque. Quand il s'agit de se réparer, de nous réparer les uns les autres, on admet assez bien l'idée du transhumanisme. Déjà, quand il s'agit de se reproduire artificiellement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à freiner, disent non, les femmes, il ne faut pas toucher à la reproduction, c'est sacré. Mais c'est à partir du moment où ce qu'on aurait modifié en nous, qui pourrait se transmettre d'une génération à l'autre, ça ferait partie de nos acquis. À ce moment-là, ça deviendrait encore plus compliqué, parce que là, on aurait différentes espèces humaines, comme on a eu le Néandertal, qui n'était pas exactement le même que l'Homo sapiens, et qui cohabitait. Oui, ça fait partie d'un certain imaginaire transhumaniste, un des figures assez connues du mouvement, Kevin Warwick, qui est un Anglais qui se vante d'être le premier humain à s'être greffé des puces. Alors, des puces, c'est extraordinaire parce que voilà, dans sa maison, par exemple, il n'a plus besoin d'ouvrir les portes parce que quand il arrive près d'une porte, grâce à la puce, la porte s'ouvre automatiquement. Là, vous êtes sévère, il y a d'autres raisons pour lesquelles on met des puces. On met des puces sous la peau des enfants pour les retrouver s'ils se font enlever ou s'ils se perdent aussi. Ça arrive de plus en plus. Oui, mais écoutez, franchement, bon, et bien sûr, il y a des cas toujours dramatiques, mais si vous voulez, si à partir de ces cas dramatiques, on se met à pucer tout le monde, moi, franchement, je suis heureux, enfant, de ne pas avoir eu une puce, et puis qui me permettait d'aller à des endroits où mes parents n'en savaient rien.
Voilà. Donc, si vous voulez, pour un enfant enlevé, bien sûr, c'est des drames terribles. Mais en même temps, d'avoir une population entièrement pucée où on sait à chaque instant où se trouve la personne, moi je trouve ça absolument épouvantable. Donc il y a un chantage aussi, toujours aussi aux avancées thérapeutiques. Alors au nom des avancées thérapeutiques, en fait, on devrait consentir absolument à tout. Mais si au nom des avancées thérapeutiques, on vit des vies qui sont toutes inhumaines, mais le bonheur, ça va... Ça ne dépendra pas des puces. Non, voilà, on pourra être bardé de tas d'implants et c'est pas ça qui nous rendra heureux. Au contraire, je pense que ça nous empêchera. Mais néanmoins, le jour où on pourra le faire, il y aura bien quelqu'un qui nous le vendra. En fait, ça marche parce que ça appuie sur des fantasmes qui sont présents en chacun de nous. Mais si vous voulez, je pense que les fantasmes, il ne faut pas les récuser parce que, en fait, c'est les fantasmes aussi qui nous font vivre, qui nous donnent du goût à la vie. Mais cela étant, il y a des fantasmes et puis il y a la réalité. Et qu'est-ce qu'une culture humaine ? Une culture humaine, c'est quelque chose qui ne nie pas, qui laisse une place au fantasme, mais qui en même temps aménage un monde humain vivable. Et en fait, là, ce qui se passe aujourd'hui avec ce discours, c'est ce qui me semble grave, si vous voulez, c'est pas de titiller les fantasmes, mais c'est de vouloir abolir la différence qu'il y a entre fantasme et réalité. Est-ce que ça n'est pas l'humanisme, au fond, qui nous conduit au transhumanisme ? Ça dépend comment on comprend l'humanisme. Là, il y a beaucoup aussi de malentendus autour de ce mot. Si on voit l'humanisme comme quelque chose qui insiste sur les facultés humaines, qui s'émerveille devant les facultés humaines et qui cherche la meilleure expression possible, la meilleure fructification possible de ces facultés humaines. Bon, ça, on peut dire que c'est au cœur de l'humanisme. Mais il y a un moment donné où l'humanisme peut devenir une sorte d'humanocentrisme, d'idolâtrie de l'être humain pour lui-même, qui n'est plus en rapport avec les dieux, qui n'est plus en rapport avec la nature, qui n'est plus en rapport qu'avec lui-même. Et on sait bien que quand on n'est plus en rapport qu'avec soi-même, on a une boucle qui se met à tourner de manière folle et conduire n'importe où. Donc en fait, l'humanisme, ça dépend de ce qu'on met derrière ce terme. L'humanisme peut devenir fou. Non, moi, pour moi, on a une pseudo-continuité et en fait, au contraire, c'est une négation totale de tout le travail culturel qui a été accompli depuis des millénaires. C'était un entretien enregistré sur RT France en 2018 entre Olivier Rey, chercheur au CNRS, auteur de L'heure et malheur du transhumanisme, paru en 2018 aux éditions des Clés des Brouwer, Guy Drey, chanteuse, auteur, compositeur, interprète, et Frédéric Tadei, animateur de l'émission Interdit d'interdire.